Après l'intervention de Madame Mrini. Pourquoi tu m'appelles Madame? Voilà. Alors, je rectifie. Après l'intervention de Amina, voilà, j'enchaîne avec une autre approche du recueil. Une autre approche du recueil qui m'a fait réfléchir sur quelques aspects saillants sur lesquels j'aimerais revenir, et j'y reviendrai avec un regard différent, un regard interprétateur et analytique. Mais ma démarche concerne arbitrairement trois composantes. Les témoignages, les leçons de vie ou apprentissage et notre devenir. Bien sûr, je les ai choisis arbitrairement. Commençons par les témoignages. Commençons par les témoignages. Mais avant d'en parler, je dois vous avouer que, en tant que correctrice du recueil, et par voie de conséquence, la première lectrice de ces témoignages, je me suis heurtée à une complexité insoupçonnée et insoupçonnable, malgré la simplicité de leur contenu. Je m'explique. Comme il fallait situer ces témoignages dans le temps, c'est-à-dire le passé et le présent, je me suis demandé comment appréhender ces souvenirs, ces témoignages, parce qu'en fait c'est des souvenirs, c'est pour ça que... Comment appréhender ces témoignages tout en sachant qu'ils racontent un passé d'une adolescence ou d'une adolescente, mais raconté par un sujet adulte. Et ça m'a posé un problème. D'ailleurs, je n'étais pas la seule dans cet état d'esprit. Même la dame qui a fait la lecture externe du recueil et qui a participé à la correction avec moi, elle m'a posé la question. Mais Madame Claire Redouane, il s'agit de Claire Redouane, que je ne connaissais pas, on échangeait juste par téléphone. Mais pour vous mettre vraiment en situation, je vais vous donner un exemple. Il y a plusieurs témoignages qui sont comme ça. Il y a le témoignage de Majida Bouchta qui est présente sur le trousseau, ce qu'on nous demandait sur la liste du trousseau à l'internat. Alors, parmi les articles demandés, bon, elle les cite, mais pour 2 articles, elle a émis une réflexion. Par exemple, on nous demandait des combinaisons. Elle a expliqué, comme information, que la combinaison, c'était à Oujda une sorte de tricot de peau de dessous, féminin, tout simplement. Bien fait, avec des... Donc ça, c'est l'information. Mais elle a émis une réflexion. Pour elle, la combinaison renvoyait à des ouvriers dans une usine, à un garage mécanique. Deuxième exemple. On demandait une brosse à un vêtement. Bon, elle a dit que pour elle, elle trouvait ça vraiment inutile, mais
la réflexion a son poids. Pourquoi inutile? Elle avait dit tout simplement que nous n'avions pas des garde-robes de princesses et de comtesses. Alors, bien sûr, il y a deux informations sur les combinaisons et sur ces brosses qui n'étaient pas indispensables, mais les réflexions faites, je me suis posé la question, et ça me posait problème, est-ce que, à ce moment-là, c'est-à-dire quand Majida avait 14 ans, 15 ans, est-ce qu'elle était capable de se poser cette question? À quoi renvoient les blouses? Les princesses étaient là. Non, je ne pense pas. Donc, ce questionnement restait. Mais pour Claire Erdouane, par exemple, elle n'était pas aussi impliquée que moi. Sa lecture externe l'a laissée un petit peu en retrait. Moi, j'y étais. J'ai aussi des témoignages. Donc, comment répondre? Moi, je me suis posé la question. Je voulais absolument savoir quel est si vous voulez, par quel mécanisme, justement, les souvenirs ou la magie des souvenirs a joué dans ces témoignages. Mais il m'a fallu du temps pour lui répondre, mais si vous voulez, après cet exemple, j'étais en quelque sorte juge et partie. J'ai évincé ce casse-tête en lui répondant tout simplement: l'information est sacrée, le commentaire est libre. C'est tout. Voilà. Donc, bien sûr, on n'avait pas cette capacité intellectuelle et un bagage pour justifier ces réflexions, mais avec le recul, on a pu, donc voilà, on explique tout un... Alors, ceci dit, je reviens au témoignage. Ces témoignages, au-delà de leur contenu, parce que je ne vais pas le reprendre, au-delà de leur contenu, narré par des personnes interposées selon une chronologie imposée par le plan du recueil, ces témoignages, pour moi, à mon sens, ce n'était pas uniquement des déclarations spontanées et innocentes, spontanées sur un vécu qui avait des éléments tangibles et vérifiables. Ces témoignages avaient aussi un rôle fondamental en termes de corroboration et de crédibilité de tout ce que les descriptifs présentaient. Alors, d'abord, et en étant moi-même interpellée par ces témoignages, si vous voulez, ils essayent de tracer, ils illustrent plutôt, ils dessinent une trace, ils dessinent une trajectoire plutôt, une trajectoire qui mène à la réussite de la vie, tout simplement. Ces témoignages, ils questionnent les lecteurs ou le lecteur, je parle de lecteur au singulier comme lecteur éventuel, virtuel. Ils questionnent le lecteur aussi sur, si vous voulez, les non-dits, parce qu'il y a des non-dits, je vais en parler peut-être tout à l'heure. Il y a des non-dits. Ils questionnent aussi sur l'impact de cette expérience personnelle,
cette expérience personnelle qui confère à l'acte de témoigner la force de convaincre. Mais vous me direz pourquoi convaincre? Qui convaincre? Nous ne nous sommes pas sentis, nous ne nous sommes pas retrouvés devant une juridiction pénale pour parler de témoigner et convaincre. Mais qu'on le veuille ou non, nous nous sommes un petit peu sentis responsables devant un tribunal de la vie, tout simplement. Tribunal de la vie par devoir de mémoire. Et c'est à ce moment-là que ces témoignages, que je considère comme des voix qui défient et refusent l'oubli. Donc c'est à ce moment-là que ces témoignages se révèlent des relais privilégiés pour la transmission d'une mémoire collective pour des générations actuelles et à venir.